La répression anticommuniste était une tradition qui remontait à la Troisième République. Après tout, les communistes ne cachaient pas que leur but était de renverser cette République bourgeoise. Et il paraît normal que cette République se soit défendue contre l'extrême droite comme contre l'extrême gauche. En revanche, cette répression anticommuniste avait subi un tournant décisif en septembre-octobre 1939, du fait de la signature du pacte germano-soviétique et du fait de la déclaration de guerre. À partir de ce moment, les communistes peuvent être considérés, sont considérés comme les agents potentiels d'une puissance étrangère qui est elle-même alliée à l'ennemi de la France. D'où un certain nombre de décrets-lois pris à la fin de l'automne 1939 qui vont mettre hors la loi les communistes, qui vont permettre de les interner administrativement. Et c'est tout cet arsenal législatif que Vichy, bien sûr, qui déteste les communistes, va utiliser. Et puis, second tournant, décisif cette fois-ci, majeur, dans cette répression anticommuniste, qui l'a fait complètement changer de nature, au mois de juin et à l'été 1941, quand, du fait de l'invasion de l'URSS par les troupes allemandes, les communistes entrent dans la résistance, mais d'abord dans la lutte armée et donc dans le terrorisme. Et cette fois, les policiers français ne luttent pas contre l'anti-France, ils luttent contre des terroristes. J'avais cinq chefs d'accusation. J'avais assassinat, tentative d'assassinat, j'avais association de malfaiteurs, communisme, anarchisme. C'était les 5 chefs d'accusation. Après ça, lorsque j'étais dans le dépôt, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'avais des vomissements, j'avais déjà eu ma fille, je connaissais tout ça. Et c'était une chose pour moi, les camarades qui étaient avec moi, qui connaissaient davantage les choses, m'ont dit que c'est formidable. Si on reconnaît ta grossesse à temps, ça va reculer le procès, tout ça, ce serait formidable. Bon, alors j'ai donc des douleurs et le petit interne qui était là-bas me fait transporter à la maternité de Bodlock. Mais alors cette chose, mon arrivée à l'hôpital, à la maternité de Bodlock, c'était vraiment, ça a été une des choses qui m'a marqué le plus dans toute cette période qui a été la plus dure. J'étais donc transportée, il y avait à l'intérieur de l'ambulance, avec moi il y avait 3 ou 4 flics qui étaient là, et il y avait entourant l'ambulance, et puis en avant il y avait des motocyclistes qui accompagnaient comme une chose terrible, alors que c'était une femme qu'on transportait pour donner le jour à un être humain. Hein. Et alors quand j'arrive et qu'on était en train le docteur accoucheur était en train de voir à quel stade j'étais pour savoir ce qu'on allait me faire, où on me transporterait. À ce moment-là est arrivé comme vous savez, l'inspecteur David, qui dirigeait justement la section antiterroriste, là, qui travaillait directement pour la Gestapo, il est arrivé avec toute une plainte de flics qui étaient avec lui. Il s'est précipité sur moi. Alors, vous voyez une femme enceinte avec les jambes en l'air, le docteur en train de voir à quel stade elle est, et il se précipite et il commence à me secouer, à hurler en me disant « salope, à m'injurier, et tu ne crois pas que c'est parce que tu vas faire un avorton que ça va t'empêcher d'être condamné à mort, non? Et tu vas nous dire qui c'est qui était, tu vas nous dire qui c'est qui a organisé la rue de la guerre, tu vas nous donner les noms. » Et moi j'étais là, je le regardais, je ne répondais rien, j'étais là, et le docteur était... Et l'autre secouait de plus en plus. Alors tu parles. Et le docteur, à la fin, il le prend par les épaules et il dit « Maintenant, partez, vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez rien à faire. » Et il la met à la porte, lui et les agents. Contre ceux qu'on appelle désormais des communaux-terroristes, les différents services de police se sont adaptés et on a vu fleurir
aussi bien à la Sûreté nationale qu'à la préfecture de police ce qu'on a appelé des brigades spéciales. Les gardiens de la paix ont des brigades spéciales, la police judiciaire a une brigade spéciale de répression antiterroriste, mais bien sûr les brigades spéciales les plus connues, celles qui ont laissé le souvenir le plus épouvantable à cause de leur efficacité et de leur méthode, ce sont les 2 brigades spéciales des renseignements généraux de la préfecture de police, dirigées par 2 jeunes commissaires pleins d'ambition, pleins également de professionnalisme, Jean Enoch pour la brigade antiterroriste, Fernand David pour la brigade anticommuniste. À cette dérive des missions, on doit ajouter la dérive, le dévoiement des méthodes. L'emploi, par exemple, systématique de la brutalité, de la violence et des sévices contre les inculpés, contre les gens arrêtés. Et puis, on va voir un service de pure observation devenir un service répressif. On va voir des gardiens de la paix mener des enquêtes politiques. On va voir de la police judiciaire, cette police prestigieuse, celle des brigades mobiles, se livrer à de la répression contre des délits qui ne sont que des délits politiques. Ma deuxième arrestation, je me suis trouvé dans cette situation d'être arrêté parce que la police avait découvert que j'avais donné une fausse carte d'identité à un terroriste recherché. Là, j'avais donc une équation relativement simple. Je ne pouvais pas nier la fausse carte d'identité. J'ai prétendu que j'avais cherché cette carte d'identité pour moi-même, pour ma propre protection. Et comme le terroriste était un de mes camarades de faculté, je ne savais pas du tout ce qu'il avait fait, mais je savais qu'il était recherché. Je lui avais donné dans l'espoir de le sauver. Ce système de défense m'a valu des rossets pendant une semaine. Bon, je ne dis pas que j'ai eu un mérite particulier à m'y tenir, parce que si je ne m'y étais pas tenu, je ne serais pas là à vous le raconter. À 2 reprises, j'ai été en quelque sorte dégagé de cette pression qui s'exerçait sur moi, pour des choses qui rétrospectivement paraissent assez bizarres. La première, c'est qu'il s'est trouvé, pendant que j'étais entre leurs mains, qu'un de mes camarades a failli être arrêté par un flic ordinaire, et lui a tiré dessus pour se libérer. Alors pendant toute une nuit, mon camarade Vesberger, qui était arrêté dans la même affaire que moi, et moi, nous avons servi de punching ball à ces messieurs qui disaient « Ah, vous descendez les flics maintenant, vous descendez les flics ». Il faut dire que c'était d'ailleurs la première fois qu'un des combattants tirait sur un flic français. Moi, évidemment, j'étais d'accord, je dois dire, qu'il tire. La deuxième chose était, elle, franchement comique, c'est qu'il se trouvait que Vesberger et moi n'étions, à l'époque, étudiants en sciences, et le dernier cours que nous avions reçu en Sorbonne était un cours sur l'émission des ondes radio, un cours de physique sur l'émission des ondes radio, et pendant une 30aine d'heures, on nous a tabassés au cri de « Où est le poste émetteur? Tu vas nous indiquer le poste émetteur ?» Bon, et nous essayons en vain de dire, mais demandez au professeur, j'ai oublié le nom du professeur, vous verrez bien que c'est un cours purement théorique. Ah, oui, le plan. Là-dessus, au bout d'une semaine, on m'a amené au dépôt. On m'a amené parce que je tenais plus debout. Et c'était une des choses les plus ahurissantes de la période, c'est que aux brigades spéciales, si c'était pas encore la torture, heureusement, au début de 42, si vous voulez, c'était encore les coups de poing. Bon, après, c'est devenu pire, mais enfin, disons que c'était encore, gardait encore certaines limites. Mais on nous amenait au dépôt, où là, c'était extravagant, parce que tout d'un coup, tous ces gens, pas seulement moi, mais d'autres qui étaient arrêtés, etc., dans les mêmes conditions, et qui devaient être au secret, nous nous sommes trouvés ensemble. Gardés par des flics français, mais pas des inspecteurs, des flics des rues, qui laissait passer. Donc, et on a passé, Vesberger, Frémont et moi, nous avons passé 3 mois au dépôt, parce qu'heureusement pour nous, les Allemands ne savaient pas quoi faire de nous, et d'ailleurs se sont débarrassés de nous avec des peines administratives.
quand j'étais entre les mains de la brigade spéciale, ce qui me frappait le plus, c'était qu'ils n'arrêtaient pas de me dire « Tu nous craches pas ce qu'on veut, mais tu le cracheras à la Gestapo, tu nous feras passer pour des imbéciles, tu nous feras passer pour des cons. » Et ils me tabassaient de plus belle. Et il y avait cette espèce chez eux de presque une gloriole vis-à-vis de la Gestapo, de vouloir montrer que, bon, ils étaient des gens efficaces, qu'ils étaient des gens qui savaient faire leur métier. C'était dans leur discours, entre leurs coups, et ça revenait comme un discours. Des gens de la brigade spéciale, bon, j'ai vu le commissaire David, qui était là, mais avec qui il n'y a pas eu de rapport. Il y avait un de ses adjoints dont j'ai oublié le nom, mais qui a été fusillé avec lui à la Libération. Parce que je suis rentré de Mauthausen pour apprendre que le dirigeant de la brigade spéciale avait été fusillé. Et je dois dire que je ne peux pas dire que j'ai eu des rapports, parce que ces gens ne m'interrogeaient même pas, me tapaient dessus. Dans une période où tous les repères se brouillent, où l'ambiguïté règne en maîtresse, comment les policiers peuvent-ils faire la part des choses au début d'une enquête, alors que des truands authentiques, armés par les Allemands, dotés de grosses voitures, d'essence, paradent au 36 quai des Orfèvres, se promènent avec d'authentiques cartes de police, pendant que des pères tranquilles, des instituteurs, des étudiants braquent pour financer la lutte patriotique et la résistance des banques et des bureaux de poste. Donc on m'avait donné, mais ce n'était pas la première fois, pour mission d'attaquer les chèques postaux, où l'enquête avait montré que tous les matins ou une fois par semaine, je ne me souviens plus, la préposée venait avec une serviette pleine d'argent. Et il s'est trouvé que j'ai accepté, parce que je n'avais pas le choix d'ailleurs, mais j'avais peur. Et la préposée en question, dont j'ai oublié le nom, s'est révélée être une femme très corpulente, très forte. Et comme je n'avais pas pris les petites massues qu'on m'avait préparées, j'étais à peu près persuadé que j'allais pouvoir l'assommer d'un coup de poing. Ce dont j'étais incapable. Je lui ai pris sa serviette, elle a crié. Mes protections qui m'attendaient dehors n'ont pas pu me protéger comme il fallait. J'ai été poursuivi par une petite foule hurlante « Au voleur, au voleur ». Je suis arrivé à m'échapper à vélo. Je n'avais pas prévu, et on n'avait pas prévu, que ça serait quand même difficile parce qu'il y avait une sacoche très lourde et qu'il fallait conduire le vélo en même temps. Mais je m'éloignais de la foule qui me poursuivait et je me rapprochais du rendez-vous où j'aurais été sauvé parce qu'il y avait un FTP très valeureux d'ailleurs qui s'appelait Lorenzi, un Italien qui m'attendait. Et j'ai été croisé par un agent motocycliste. Et je me suis retourné, je l'ai vu qui rejoignait la foule, je l'ai vu tourner sa moto entre ses jambes, revenir vers moi. Heureusement, je ne suis pas arrivé à sortir mon revolver. Je dis heureusement parce qu'à ce moment-là, j'aurais été coupable de meurtre ou de tentative de meurtre. Et il m'est rentré dedans et il m'a cassé la figure parce que j'étais un voleur. J'ai donc été arrêté comme ça. Et j'ai été emmené au commissariat, où j'ai été un peu tabassé, comme un petit voleur. Et je me souviens que les policiers m'ont dit « Pourquoi tu as fait ça ? C'est parce que tu as une maîtresse. » Et voulant anoblir mon acte, j'ai dit « Non, c'est pour aider ma mère. » Donc je suis resté dans la confusion pendant 24 heures au moins, non, au plus. Parce que la consigne que nous avions était de ne pas donner nos adresses pendant un certain délai. Et sur ce est arrivé un commissaire élégant, jeune, qui m'a donné une paire de taloches assez violentes et qui m'a dit « Toi, tu es un petit juif de Paris ». Je m'appelais Cabanel et j'étais de Montauban. Et ils ont très vite vérifié que ça n'existait pas. Donc ils m'ont interrogé un peu plus violemment. J'ai donné mon adresse et mon identité.
Ils sont allés dans ma chambre, et contrairement à ce à quoi je m'attendais, parce que j'espérais qu'elle avait été nettoyée par mes camarades, ils ont trouvé des grenades, des revolvers, et malheureusement déchiré en petits morceaux, dans la salamandre, un papier où se trouvait l'adresse de mon frère, qui t'ont donc arrêté suite à cette erreur que j'ai faite. Donc ils m'ont classé à ce moment-là en terroriste. J'ai été capturé par la police française au début de décembre 1943 parce que mon frère avait été arrêté 24 heures ou 48 heures plus tôt et nous ne comprenions pas pourquoi il avait disparu parce que les camarades de protection l'avaient vu partir. Donc on ne comprenait pas ce qui lui était arrivé puisqu'il n'avait pas été arrêté selon eux et d'un autre côté il avait disparu. Donc on a été un peu perplexe, on n'a rien fait pendant une demi-journée, et puis on s'est décidé à aller vider sa chambre, parce qu'on s'est dit quand même, il a dû être arrêté, c'est pas possible. Et je me rappelle très bien qu'en arrivant à l'entrée de la rue de sa chambre, sa logeuse est venue au-devant de nous, elle ne nous connaissait pas, elle ne m'avait jamais vu, mais elle nous a, comment dirais-je, en quelque sorte identifiés. Et elle nous a dit, si vous venez voir votre ami, il est parti en voyage. Donc ça voulait dire qu'elle nous avertissait que la perquisition avait déjà eu lieu. Bon. Le soir, moi je devais... le lendemain, j'avais une action à faire. Donc le soir, je rentre chez moi. Comme d'habitude, j'éteins le piote de mon vélo à l'entrée de la rue et je rentre chez moi à pied, dans l'obscurité. Et j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'est arrivé. J'ai été assailli, ceinturé, menotté aux mains et aux pieds. Et j'avais sur moi une grenade et un revolver qu'on venait de me remettre pour l'opération que je devais faire le lendemain. Et chez moi, ils ont trouvé aussi une autre grenade, enfin des papiers, enfin Bon. Donc j'ai été capturé. Et avec mon frère, nous avons subi 18 jours d'interrogatoire. On n'a pas été torturés, il faut le dire tout franchement, mais c'était très pénible parce qu'on était assoiffés et affamés. Et les policiers français avaient l'air de faire leur boulot, simplement leur boulot, le mieux possible, sans avoir un seul moment notion à nos yeux de ce qu'ils faisaient. Ils faisaient leur boulot. Et leur boulot consistait à recueillir le plus de renseignements possible sur notre organisation de manière à faire un travail de collaboration le plus efficace possible. Bon. Finalement, ils n'ont pas obtenu de renseignements, mais le troisième de nous trois, c'est-à-dire celui qui n'était ni mon frère ni moi, qui était étranger, a été très tabassé. Et je pense qu'il y avait, de la part des policiers, je pense que c'était évident, une espèce de mépris pour des métèques, qu'ils n'avaient pas pour mon frère et moi, qui étions... moi, j'étais blond, rouquin, je n'avais rien à métèque, voilà. Dans cette mission antiterroriste, il faut bien le dire, la police française, les services policiers français, à commencer par les brigades spéciales des renseignements généraux, ont été d'une efficacité terrible. Depuis l'automne 1941 jusqu'à l'automne 1943, par des filatures très longues, méthodiques, extrêmement bien menées, la police française va systématiquement décapiter les organisations de combat, les organisations terroristes du Parti communiste. Le coup d'éclat le plus tristement célèbre des brigades spéciales de la préfecture de police, c'est l'arrestation à l'automne 1943, après des mois d'enquête et de filature extrêmement compliquées, de l'état-major des FTP Moy de la région parisienne, des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, Manoukian, Epstein et tout le groupe que l'affiche rouge utilisée par les Allemands à des fins de propagande en février 1944 va immortaliser en même temps que le poème d'Aragon. Ensuite, on est incarcéré à la prison Saint-Michel à Toulouse, avec une petite halte à la prison militaire qui s'appelait la prison Furgol.
Et puis nous passons 5 ou 6 mois, ou 7 mois, ou 8 mois à la prison, où nous assistons à 6 ou 7 exécutions de Français, ou d'Italiens, ou d'Espagnols, condamnés par les cours martiales de la milice et fusillés par des pelotons français. En dépit de l'efficacité des policiers, en dépit de la loyauté de la majorité d'entre eux, en dépit des gages que donne depuis le printemps 1942 le nouveau secrétaire général à la police, René Bousquet, au cours de l'année 1943, on sent que les Allemands préféreraient à des policiers à leur sens trop scrupuleux de la légalité, trop mous dans la répression, un corps qui présente beaucoup d'affinités avec la SS, comme l'a écrit Himmler, c'est la milice française. Et donc, Joseph Darnand, chef de la milice, devient secrétaire général au maintien de l'ordre, il deviendra bientôt secrétaire d'État au maintien de l'ordre, et on voit des miliciens se substituer aux policiers à tous les postes de responsabilité dans la répression. Quand Darnand a pris tous les pouvoirs de police et que la milice a reçu un statut de police supplétive, on a institué les cours martiales en janvier 1944, c'était peu avant mon arrestation, les cours martiales qui ont siégé dans les prisons, dans lesquelles les juges étaient des miliciens, dont les arrêts n'étaient susceptibles d'aucune voie de recours, d'aucun appel, et étaient exécutoires dans l'heure qui suivait le jugement. J'ai, comme tous les gens qui se trouvaient dans cette prison de Limoges, assisté par les oreilles au fonctionnement de ces cours martiales. La première fois, nous ne savions pas ce qui allait se passer, mais on a compris qu'il arrivait quelque chose quand, à 11h du matin, on a distribué ce qui était pompeusement appelé la soupe, une espèce de gamelle d'eau tiède dans laquelle flottaient quelques gros gâteaux de légumes, et qu'on a fermé la double porte qui, dans la journée, restait ouverte pour faciliter le service. On l'a fermée comme pour la nuit, et les détenus qui étaient employés au service ont été remis dans leurs cellules. À ce moment-là, la prison devient une espèce d'énorme oreille. Sur le coup de 1h30 de l'après-midi, on a entendu sonner. J'étais dans un bâtiment qui est pratiquement au-dessus de l'entrée, donc on entendait très bien. On a sonné, le gardien a ouvert la grande porte et on a entendu entrer un camion. La porte s'est refermée. Un peu plus tard, on a sonné de nouveau. On a entendu rentrer une petite troupe qui marchait au pas. Et un quart d'heure ou 20 minutes plus tard, on a sonné de nouveau. Cette fois, on a ouvert que la petite porte. On a entendu le pas de 3 messieurs qui entraient. C'était les 3 miliciens qui allaient faire les juges. Ensuite, on leur a amené dans le petit parloir des avocats que nous connaissions tous, on leur a amené un par un les 3 malheureux garçons jeunes qui avaient été arrêtés, dans le maquis, en général par la milice, parfois par les GMR, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas souvent par la milice, qui a fait des opérations punitives dans le maquis. Et ça durait très peu de temps. On les entendait ressortir. À ce moment-là, ces garçons écrivaient leur dernière lettre, car ils venaient d'être condamnés à mort. En sortant, ils criaient « Adieu les copains ». Ils chantaient la Marseillaise. Ils ont tous chanté la Marseillaise. Certains ont chanté aussi l'Internationale, mais tous ont chanté la Marseillaise. Et vous savez ce qui s'est passé récemment à propos de la Marseillaise? Ça m'a obligé à me souvenir de ces Marseillaises. On ne peut pas les oublier, vous savez. Et puis, on les a fusillés, un par un. On a entendu le peloton d'exécution. C'était la petite troupe qui était entrée, qui était composée de gendarmes français ou de gardes mobiles. Et puis ensuite, ils repartaient. On a entendu le coup de grâce. On a entendu clouer les cercueils, qui est arrivé dans le petit camion, arrivé le premier, bien avant les juges. Et puis on les a ensuite emmenés. Et un peu plus tard, l'aumônier de la prison, qui s'appelait l'abbé Remlinger, était un myope avec des lunettes énormes, est passé dans toutes les cellules, il avait les larmes aux yeux, et il est passé nous serrer les mains à tous. Ça, c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. Je dois dire avec regret que les miliciens qui ont siégé dans ces cours martiales n'ont presque pas été identifiés, presque aucun. Et les quelques-uns qui l'ont été ont sauvé leur peau. Si, comme on vient de le voir, les policiers français ont clairement transgressé dans le domaine de la répression politique les barrières déontologiques de leur profession, ce sera bien pire dans une mission
totalement inédite pour la police française, qu'est la répression raciale.